Vous vous apprêtez à jouer une game de labyrinthe et vous voulez avoir une petite longueur d'avance, vous êtes au bon endroit. Labyrinthe est un card-driven game à deux qui oppose les États-Unis aux djihadistes au lendemain du 11 septembre 2001. Avec votre main de carte, vous allez tenter par tous les moyens possibles, si vous êtes l'Américain, à amener 12 ressources de pays musulmans à good. La valeur en ressources d'un pays est le petit chiffre qu'on a en haut à gauche. Donc, si vous êtes l'Américain, vous essayez d'amener 12 ressources de ces pays-là à une gouvernance qui est good. Un pays musulman peut avoir trois niveaux de gouvernance, poor, fair et good, ainsi qu'Islamist rule, qui est vraiment le bout de la merde, qui est lorsque les djihadistes ont pris le contrôle du pays. Il y a deux autres win conditions pour les Américains, mais ça arrive pratiquement jamais. S'il n'y a plus de cellules sur le board, l'Américain gagne instantanément. Et puis, s'il y a 15 pays à faire ou mieux, l'Américain gagne instantanément. J'ai presque jamais vu ça de mon vivant, puis j'ai joué en crise à ce jeu-là. Le djihadiste, lui, par contre, va gagner s'il réussit à amener 6 ressources de pays musulmans à Islamist Rule, incluant deux pays qui sont adjacents. Des pays adjacents sont des pays qui sont reliés par une petite ligne ici. L'autre façon que le djihadiste peut gagner, qu'on voit à l'occasion, c'est 15 pays à poor ou pire, et le prestige américain qui est à 1. Puis une autre façon que le djihadiste va gagner quand même assez souvent, c'est de faire péter ce que le jeu appelle un weapon of mass destruction aux États-Unis, donc de faire un attentat terroriste suffisamment majeur aux États-Unis là, pour que ça laisse un souvenir indélébile dans l'imaginaire collectif. Ces win conditions-là du djihadiste sont beaucoup plus équilibrées. On les voit quand même relativement souvent, chacune d'entre elles. Sinon, parce qu'il faut bien que ça finisse à un moment donné si vous arrivez au bout du deck de cartes. Dépendamment du nombre de decks que vous avez décidé de jouer, il y en a qui vont jouer des scénarios qui vont jouer deux decks et des scénarios qui vont jouer trois decks. C'est le nombre de fois que vous allez rebrasser le paquet de cartes. Mais quand vous arrivez à la fin du nombre de rebrassages que vous vous êtes entendu avec votre adversaire, à ce moment-là, on va comparer les ressources des pays musulmans qui sont à good avec les ressources des pays musulmans qui sont à Islamist Rule. L'Américain doit avoir le double de ressources good qu'il y a de ressources à Islamist Rule pour gagner. Sinon, c'est le djihadiste qui gagne. Donc, par exemple, si l'Américain a 8 ressources de pays à good, puis le djihadiste a seulement 3 ressources de pays à Islamist Rule, l'Américain gagne. En quoi le jeu consiste? Ben, c'est un card-driven game, fait que vous allez avoir une main de cartes à tous les tours. Les cartes ressemblent à ça. La valeur en ops des cartes varie de 1 à 3. Il y a des cartes djihadistes, il y a des cartes américaines, il y a des cartes neutres, comme dans tout bon CDG. Comme dans tout bon CDG aussi, par exemple, si je suis l'Américain, quand je vais jouer cette carte-là, étant donné que c'est une carte djihadiste, l'événement va se produire. Je choisis si l'événement se produit avant ou après que j'ai utilisé les ops de la carte. Dans le cas des événements neutres, je peux décider de jouer les ops ou je peux décider de jouer les événements. Même affaire avec les cartes américaines. Si je suis américain, évidemment, je décide de jouer les ops ou je décide de jouer l'événement. Certains événements sont removés une fois qu'on les joue pour les événements. D'autres s'en vont dans la défausse ou à ce moment-là, ils pourraient être rebrassés justement si on joue plus qu'un deck. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos opérations? Donc, quelle est la séquence de jeu, là, si on veut, là? Une grosse différence qu'il y a dans Labyrinthe par rapport à d'autres card-driven games, c'est que dans Labyrinthe, les joueurs vont jouer deux cartes de suite. C'est presque du jamais vu encore à ce jour dans les CDG. Fait un tour en commençant par le djihadiste va jouer deux cartes. Ensuite, l'Américain va jouer deux cartes. Ensuite, on résout les plots qui pourraient se trouver sur le board. Puis après ça, on recommence jusqu'à temps que les deux camps n'aient plus de cartes. Le djihadiste n'a pas le choix de tout flouber ses cartes. L'Américain peut garder une carte dans sa main avec l'intention, quand arrive la fin du tour, soit de la défausser parce que c'est une carte horrible. Si c'est une carte qui n'est pas si pire que ça, il peut décider de la garder jusqu'au prochain tour, ou il peut tout simplement décider de la garder parce que le djihadiste a plus de cartes dans sa main, puis l'Américain va être capable de réagir jusqu'à la dernière minute, puis il peut toujours décider de la jouer avant qu'on mette un terme au tour. Mais c'est la façon que l'Américain peut décider de se débarrasser d'une carte pas bonne. C'est quand même relativement pas évident. Alright, fait qu'on va commencer avec le djihadiste. Qu'est-ce que le djihadiste peut faire avec ses opérations? D'abord, la première chose qu'il peut faire, c'est recruter. Fait que pour être capable de recruter, c'est pas compliqué. Le djihadiste doit déjà avoir une cellule dans un pays pour être capable de recruter, ou il peut avoir un cadre qui est cette espèce de petit marqueur-là ici, là, qui est comme une espèce de bureau de recrutement qui n'est pas nécessairement une cellule qui est déjà équipée pour faire du trouble. Fait que dans un pays où se trouvent déjà des cellules, où se trouve un cadre,
le djihadiste est capable de recruter une cellule par hop de sa carte. Fait que si c'est une carte de 1 hop, il va faire un de recrutement. 2 hops, il peut faire 2 recrutements. 3 hops, il peut faire 3 de recrutement. Un petit peu comme dans d'autres card-driven games, vous devez faire une seule et même action avec une carte, même si c'est une carte d'une valeur de 2 ou de 3 hops. Fait que si je décide de faire du recrutement avec une carte, je vais faire full du recrutement avec une carte. Le recrutement est automatique dans les pays Islamist Rule. Fait que par exemple, dans ce cas-là ici, si le djihadiste joue une carte de 3, ben, il peut recruter 3 cellules en Afghanistan s'il veut. Le recrutement est conditionnel au financement du djihadiste, qui est une traque qui se trouve ici. Au début de la majorité des scénarios, pas de problème. Le financement du djihadiste est dans le fond, parce que les attentats du 11 septembre viennent de se produire et puis là, le fric coule à flot. Par contre, ce marqueur-là ici pourrait descendre à partir du moment où il est ici. Seules les cellules qui sont situées ici et là peuvent être recrutées. Puis si jamais le financement tombe ici, ben là, à ce moment-là, il y a juste 5 cellules qui peuvent être recrutées au total qui sont ici. Évidemment, les événements qui vont placer des cellules contournent cette restriction-là, puis vont vous permettre de placer des cellules quand même, peu importe le funding. Mais quand vous faites du recrutement spécifiquement, la position de ce marqueur-là est très importante. Il y a 15 cellules au total, 5 par bracket de patente, puis vous les placez de gauche à droite, puis quand vous les enlevez, vous les remettez sur la traque de droite à gauche. Ça se complique un petit peu si vous voulez recruter dans des pays qui ne sont pas complètement tout croche. Fait que par exemple, si je veux recruter au Pakistan, qui a une gouvernance de fair, à ce moment-là, quand j'arrive pour faire mon opération de recrutement, si je suis le djihadiste, je dois rouler un dé, puis je dois rouler égal ou inférieur au chiffre de sa governance. Fait que dans le cas du Pakistan, je dois rouler un 2 au moins pour être capable de recruter une cellule ici. On va dire que mon financement n'est pas pire, là. Fait que je pourrais décider, par exemple, de recruter 3 fois au Pakistan. À ce moment-là, je prends 3 dés, je roule 3 dés, et chaque résultat de 1 ou 2 me permet de recruter une cellule là. Évidemment, à Poor, c'est un petit peu plus facile parce que c'est à 3. Une gouvernance à Good, le chiffre, c'est 1. C'est tough en crise de recruter dans un pays dont la gouvernance est Good, sans surprise. C'est quand même assez flavorful. Deuxième patente que le djihadiste peut faire, c'est se promener, donc faire une action de travel. Fait que faire une action de travel, c'est automatique si vous faites un travel adjacent. Fait qu'encore là, le nombre de hops que vous jouez, c'est le nombre de cellules que vous allez pouvoir bouger. Une cellule ne peut pas bouger plus qu'une fois avec la même carte. Fait que par exemple, si je reviens à ma situation initiale, ici, je joue une carte de 3, ben, je pourrais prendre une cellule, l'amener ici, une autre cellule, l'amener ici, puis une autre cellule, l'amener ici. Alors, le travel adjacent, c'est toujours automatique. Si je veux voyager, par exemple, de par le monde, puis prendre l'avion, puis tout le kit, ben là, il faut passer aux douanes, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que, par exemple, si je veux faire traveler une cellule d'Afghanistan en Syrie, ben, c'est un peu le même principe. Là, vous allez voir un pattern classique dans Labyrinthe. Là, je dois rouler la gouvernance ou moins de la Syrie pour que ce soit un succès. Si ça marche, c'est parfait, la cellule arrive à destination. Si ça marche pas, la cellule décalisse vers la traque qui est ici. Alors, on présume qu'elle a été arrêtée aux douanes ou qu'il est arrivé une flagosse puis qu'elle est rendue en prison ou peu importe qu'elle a été spotée. Fait que même principe, si vous voulez faire du travel qui n'est pas adjacent, bien, plus la gouvernance du pays est poreuse, plus ça va être facile, sinon ça risque d'être compliqué. Mais vous pouvez toujours faire du travel adjacent si ça ne vous dérange pas de prendre votre temps et puis de vous promener. Fait que je répète, avec une carte, je ne peux pas prendre cette cellule-là, puis avec 3 de valeur de hops, faire un, 2, 3, c'est maximum un travel par cellule, par carte. J'en profite pour dire, il y a beaucoup de pays dès le départ qui ne sont pas testés, c'est comme ça qu'on appelle. Fait que par exemple, si j'ai pris une cellule ici d'Afghanistan, puis comme de fait, j'ai bougé en Asie centrale, l'Asie centrale n'a pas encore été testée. Fait que là, à ce moment-là, je vais rouler un dé. Sur un 1 à 4, elle est poor. Sur un 5 à 6, elle est fair. OK, alors il y a plus de chances que les pays musulmans, lors de leur test initial, soient poor, soient poreux. Puis il y a quand même une chance sur 3 qui soit fair. Fait qu'à ce moment-là, je roulerai un dé comme ici. J'ai roulé un 4. Fait que tac, je m'en viens ici, puis tac, de même. Fait que le pays qui vient d'être testé commence toujours avec un alignement neutre, puis une gouvernance égale à la valeur de ce que vous avez pogné sur le dé. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pogné 4, fait que l'Asie centrale commence neutre pour. L'alignement, c'est un autre concept des pays musulmans. Les pays musulmans peuvent être alliés ou à ce moment-là, l'Américain peut faire quand même plus de types d'opérations dans ce pays-là. Il peut être neutre ou essentiellement le pays se calisse un petit peu des Américains. Il les aime pas, mais il les haït pas. Puis il peut être adversary ou à ce moment-là, il est vraiment antagoniste par rapport aux États-Unis. Puis les États-Unis sont pas mal limités par rapport à ce qu'ils peuvent faire dans un pays de ce type-là. Dès qu'il se passe quelque chose, puis ça, vous testez un pays, dès qu'il se passe quelque chose dedans, que ce soit un événement
Un travel, peu importe, là, vous devez tester toujours un pays s'il n'y a pas sa posture ou s'il n'y a pas sa gouvernance. Ce qu'on appelle la posture, ça concerne les pays qui ne sont pas musulmans, comme l'Inde qui est ici. Fait que si je prends une cellule du Pakistan puis je la bouge en Inde, à ce moment-là, sa posture n'est pas encore là. Je vais tester sa posture. Même affaire, je lance un dé. Sur un 1 à 4, l'Inde va être soft. Puis sur un 5 à 6, l'Inde va être hard. Fait que la posture pour les pays non musulmans, c'est quelle est justement leur approche par rapport au terrorisme. Soft veut dire une approche plus orientée sur je sais pas trop, la diplomatie ou tu sais là, les froufrous. Puis hard est une approche un petit peu plus le bâton, hostie, puis let's go, on le rentre dedans, puis Chris, la seule façon de leur faire comprendre quelque chose, c'est de se battre contre eux autres puis de les tuer, là. Fait que je résume, là, mais c'est pas mal ça le portrait, là. Fait qu'ici, si je viens de bouger en Inde, encore là, je brasse un dé, je roule un 4, l'Inde devient soft. On va voir c'est quoi les tenants et les aboutissants aussi de ça. Fait que ça, c'est pour l'opération de travel pour le djihadiste. Le djihadiste peut aussi faire ce qu'on appelle placer des plots. Fait que ça veut dire faire des machinations là, pour essayer de faire des actes de terrorisme. Pour être capable de faire ça, le djihadiste choisit un nombre de cellules égal à la valeur en ops de sa carte. Il ne peut pas faire de plots dans un pays islamist rule parce que c'est quasiment l'équivalent de sa maison. Les autres pays, par exemple, c'est correct. Il va prendre le nombre de cellules qu'il a identifiées, il va les flipper actives. Donc, les cellules dans le labyrinthe sont vraiment, on peut les flipper, là, leur côté caché, puis leur côté qui appelle le côté sleeper, puis le côté actif. Actif, ça veut dire que la cellule a fait un petit peu de bruit, là, puis là, elle s'est mise à risque un petit peu plus, puis elle va être plus vulnérable, si on veut, là, aux ripostes américaines. Fait que, par exemple, je pourrais décider de faire 3 plots, 2 au Pakistan, un en Asie centrale. Vous aurez deviné que je dois lancer un dé pour chaque cellule qui essaye de faire un plot. Je dois rouler la valeur de gouvernance au moins pour que ce soit un succès. Puis là, à ce moment-là, je peux placer un de mes 6 plots qui sont disponibles, qui sont à la disposition du djihadiste. Les plots sont tout simplement numérotés de 1 à 3. Fait qu'il y a 3 plots de valeur 1, 2 plots de valeur 2, puis un plot de valeur 3. Plus la valeur du plot est élevée, plus on peut imaginer que c'est quelque chose de grave, là. Fait qu'on va de la voiture piégée au building, hostie, avec un paquet d'explosifs dans le sous-sol, là. Fait que on est là-dedans dans le labyrinthe en passant, là. Fait que si je réussis, je viens placer un plot qui ne peut pas être de valeur plus haute que la valeur de la carte que j'ai jouée. Fait que si j'ai joué une petite carte de 1, ben je peux pas, puis j'ai réussi, je peux pas mettre un plot de valeur 3. Par contre, si j'ai joué une carte de 3, je peux mettre un plot de n'importe quelle valeur. Si j'ai joué une carte de valeur 2, je peux mettre un plot 1 ou un plot 2. Vous avez compris le principe. Je vais les mettre, ces plots-là. Officiellement, je vais les mettre face cachée. L'Américain ne connaît pas la valeur des plots, ce qui peut être intéressant si vous en mettez à différentes places. Puis l'Américain, quand ça va être son tour, peut décider, on va y revenir, d'alerter certains de ces plots-là. Par contre, s'il ne le fait pas, puis qu'on arrive ici, c'est ce qu'on appelle l'étape finalement de Resolve Plots. Là, c'est là où le djihadiste va prendre les plots qui restent, va les tourner de bord. Haha, voici, c'était un plot de 2. Puis le but des plots, ça fait plusieurs choses. Ça va venir améliorer le funding, le financement du djihadiste. Ça va tenter aussi de réduire la gouvernance jusqu'à un minimum de poor. C'est pas comme ça que vous amenez un pays islamist rule, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça peut réduire la gouvernance du pays jusqu'à temps que vous l'ameniez à un niveau de poor. Puis dans les pays non musulmans, à ce moment-là, en tout cas, il y a toutes sortes, là, je ne rentrerai pas dans ces détails-là ici, là, mais il y a une petite table vraiment dans le jeu qui dit, bon, ben, où est-ce qu'est arrivé le plot? Est-ce que c'est un pays musulman? Est-ce que c'est un pays non musulman? Quelle est la valeur du plot à l'ouette, là? Euh, mais en gros, ça va venir monter votre funding. Dans le cas des pays musulmans, ça va dégrader potentiellement la gouvernance. Dans le cas des pays non musulmans, ça va crissement augmenter votre funding parce que ça fait beaucoup plus de bruit. Puis ça fait les manchettes, puis tout le kit, puis encore là, l'argent se met à couler à flot pour le djihadiste. Ça peut venir fucker la posture aussi des pays non musulmans qui, après avoir regardé ça, vont dire bon ben Chris, faut croire que notre politique de terrorisme marche pas, hostie, fait qu'on va changer notre fusil d'épaule. Puis aux États-Unis, vraiment, ça peut avoir des conséquences assez extrêmes aussi là, sur les Américains, puis encore là, leur point de vue par rapport au terrorisme puis leur funding. Et rappelez-vous que si le djihadiste réussit à mettre la patte sur des armes de destruction massive et qu'il vient à bout de placer un plot aux États-Unis, il faut le faire quand même parce qu'évidemment la gouvernance des États-Unis est good.
Fait qu'avec les voies naturelles, ça prend des cellules aux États-Unis, puis il faut rouler un 1 pour venir à bout de mettre un plot, puis en plus, il faut que l'Américain ne réussisse pas à l'alerter, fait que c'est quand même difficile, mais il y a des événements qui vous aident évidemment à placer des plots aux États-Unis. Fait que voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Et dernier type d'opération que le djihadiste peut faire, c'est justement le djihad. Le djihad sert encore là à empirer la gouvernance d'un pays. Fait que par exemple, j'ai deux cellules ici au Pakistan, admettons qu'ils sont cachées même. Je pourrais décider de jouer une carte de deux puis d'essayer de faire deux opérations de djihad ici. La différence fondamentale entre le djihad et les plots, c'est que le djihad, le résultat, qu'il soit bon ou mauvais, il est instantané, puis l'Américain ne peut pas vraiment réagir. Fait que par exemple, j'ai une carte de 2, je fais 2 djihad au Pakistan, je suis le djihadiste, je lance 2 dés. Encore là, j'essaye de pogner 2 ou 1. Admettons que je pogne un 1 puis un 3. Le 3 est un échec et à ce moment-là, la cellule crève instantanément. Là. Un djihad, c'est beaucoup plus. La cellule est beaucoup plus impliquée que si elle essaye de faire un plot. Là. Fait qu'à ce moment-là, quand ça échoue, la cellule retourne sur la traque. En cas de succès, j'active la cellule et je dégrade la gouvernance instantanément. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle un two-step process, là, ce n'est pas un processus en deux étapes. C'est instantané, puis l'Américain ne peut pas rien faire. Fait que dans ce cas-là, grâce à mon succès, la gouvernance au Pakistan serait poor. Puis là, vous aurez compris que maintenant, les futures opérations au Pakistan, c'est beaucoup plus facile parce que sa gouvernance a été shakée par cette affaire-là. À partir du moment où j'ai 5 cellules, le djihadiste a 5 cellules, me prends pour le djihadiste a 5 cellules de plus que le nombre de troupes qu'il y a dans un pays musulman. Le djihadiste peut essayer de faire ce qu'on appelle un djihad majeur. À ce moment-là, il active toutes les cellules dans le pays. C'est une opération de très grande envergure pour essayer vraiment de renverser le gouvernement puis de prendre le contrôle du pays. Ce n'est pas une petite affaire. Typiquement, on va faire ça avec une carte de 3. On va mettre le paquet. Puis là, on va lancer 3 dés. On essaye de pogner encore là des 3 ou moins sur nos dés, comme d'habitude. Si le djihadiste réussit à faire 2 succès avec ça d'une shot, c'est là que le pays devient Islamist Rule. Alors là, c'est très grave parce que là, le pays devient, on va le faire, là, le pays devient Islamist Rule. Ça contribue à la condition de victoire du djihadiste. Là, le pays est vraiment rendu tout croche, hostie, puis en tout cas, il va avoir de la misère à s'en remettre. Fait que par exemple, si j'avais roulé 3D ici, si j'avais roulé un 3, un 2, puis un 4, la cellule qui a 4, comme dans tout bon djihad, elle s'est fait pogner, puis elle a décrisse. Mais le fait que j'ai eu 2 succès, puis que c'est un pays poor, le pays devient Islamist Rule. Il y a d'autres petites particularités. Oui, on peut faire un djihad majeur dans un pays qui est fair, puis tout le kit, mais encore là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est rare en crise. Habituellement, comme djihadiste, vous allez vouloir d'abord amener le pays poor, après ça, amener suffisamment de cellules pour être capable de faire un djihad majeur, puis après ça, vous essayez. C'est quand même important de mentionner que si jamais vous lancez 3D puis que vous réussissez pas, ce qui est quand même une certaine possibilité, supposons qu'au lieu de 1, 3 et 4, j'aurais pogné 1, 4 et 4, ben à ce moment-là, j'ai juste un succès puis j'ai 2 échecs, fait que là, j'ai 2 cellules qui décrissent. Le pays est comme renversé de ça, puis il est comme un petit peu secoué de ça. Le pays de switch d'une case vers l'alignement, qui est plus porté à se tourner vers les États-Unis, puis à dire Chris, aidez-moi s'il vous plaît. Mais on va venir mettre un marqueur qu'on appelle de besieged regime dans le pays. Encore là, le pays a été secoué. La prochaine fois qu'il y a un major jihad qui est fait dans ce pays-là, un seul succès est suffisant pour le codicer Islamist Rule. Donc là, c'est à l'Américain de se réveiller et de dire bon ben Chris, pendant qu'il est allié, on va envoyer des troupes pour stabiliser le pays. Parce que si l'Américain fait rien à la prochaine tentative du djihadiste, ça risque d'être crissement plus facile. Le Pakistan spécifiquement, c'est une des deux façons que le djihadiste peut acquérir des armes de destruction massive. Si le Pakistan vire Islamist Rule, le djihadiste met la patte sur pas moins de 3 plots de Weapon of Mass Destruction qui vont toujours être cachés parmi ces calices de plots. Fait que quand il va en mettre un, l'Américain ne saura jamais si c'est une Weapon of Mass Destruction ou si c'est un plot d'une valeur en particulier. Les 3 autres sont situés ici parce que c'est des cartes qui ont rapport avec la Russie puis l'Asie centrale. Ce n'est que des événements à ce moment-là qui peuvent permettre aux djihadistes de mettre la patte sur des armes de destruction massive ici. Comment le US, lui, réussit à se débrouiller par rapport à ça? Ben, d'abord, l'Américain, lui, comment que ça fonctionne, c'est complètement différent. Le labyrinthe est un jeu crissement asymétrique, c'est pour ça qu'on aime ça. Là. Quand l'Américain veut jouer
des opérations dans un pays, il doit jouer une carte dont la valeur est égale ou supérieure à la gouvernance du pays. Alors encore là, plus le pays est tout croche, plus c'est dur d'y parler, puis plus c'est dur de faire des affaires avec, parce que style, vous appelez partout, puis les fonctionnaires s'en calissent, puis tout le monde en a rien à battre parce que la gouvernance du pays est tout croche. Fait que pour faire quelque chose aux Gulf States, en ce moment, l'Américain doit jouer une carte de 2 ou plus, mais pour faire quelque chose au Pakistan, l'Américain doit jouer une carte d'une valeur de 3. Puis pour jouer une carte dans un petit pays qui est good, à ce moment-là, une carte de 1 est suffisante. Fait que l'Américain fait une et une seule chose avec chaque carte dans un seul pays. Tandis que le djihadiste, lui, par exemple, s'il fait du recrutement, par exemple, dans une situation comme ça, si le djihadiste joue une carte de 3, il est pogné pour faire du recrutement seulement, entre guillemets, si c'est ça qu'il décide de faire. Par contre, il pourrait décider, j'essaye de recruter une cellule en Arabie Saoudite, une cellule au Pakistan, puis une cellule en Asie centrale. Fait que le djihadiste peut quand même répartir un petit peu plus ses opérations, tandis que l'Américain, une carte, un pays, retenez ça, c'est une règle d'or de labyrinthe. Bon, la guerre des idées, c'est la première chose que l'Américain veut faire, c'est ce qui lui permet d'améliorer la gouvernance d'un pays. Donc, l'Américain doit jouer une carte, encore là, je ne le répéterai pas à chaque fois, je vais le dire une dernière fois, d'une valeur de Hobbes égale ou supérieure à la gouvernance du pays. Puis ensuite, il doit rouler un dé. Puis il y a une petite table qui va vous dire si ça a fonctionné là, en fonction des bonus. Là. Mais en gros, dans une situation par défaut, par exemple, l'Américain joue une carte de 3 puis il roule un dé ici. Là, sur un 5 ou 6, ça fonctionne. Fait que sur un 5 ou 6, la gouvernance du pays s'améliore s'il est déjà allié. S'il n'est pas allié, son alignement va commencer par se tasser vers le côté allié. Fait que supposons que le Pakistan est amanché de même, l'Américain joue une carte de 3, il est mardeux puis il roule un 5. Ben, la toute première chose qui se passe au Pakistan, c'est qu'ils disent wow, les Américains finalement sont cool, fait que le Pakistan devient shift d'une case vers allié. Prochaine tentative, prochaine carte, l'Américain est toujours aussi mardeux, joue une carte de 3, lance un 5 ou un 6. À ce moment-là, la gouvernance du Pakistan va s'améliorer parce qu'il est déjà allié. Fait que vous aurez deviné que c'est comme ça que l'Américain, c'est à grand coup de guerre des idées, que l'Américain peut venir à bout de colisser les pays à good. Le problème, c'est que là, quand on s'essaye par rapport au Pakistan, euh, pour faire passer un pays de fair à good, la marche est haute. Dans la vraie vie, la marche est haute pour dire qu'admettons, le Pakistan, oui, sa gouvernance est aussi bonne que n'importe quel pays occidental. Vous avez un -1 sur le jet. Alors ça, c'est un des quelques modificateurs que vous pouvez avoir là-dessus. L'autre modificateur qui est important en crise, c'est le prestige américain. Plus les Américains sont prestigieux, plus les pays musulmans sont portés à les écouter. Fait que vous avez une traque ici qui va de 1 à 12. Fait que le prestige américain peut être bas, médium, haut ou très haut. Puis vous voyez ici un modificateur que l'Américain va avoir sur la guerre des idées. Fait que par exemple, vraiment dans une situation comme ça où le prestige américain est à 7, j'ai +1 sur la guerre des idées. Fait que j'ai +1 grâce à mon prestige, j'ai -1 parce que j'essaye d'amener le Pakistan à good. Fait qu'à ce moment-là, même affaire, un 5 ou un 6 fonctionne. Si jamais vous roulez un 4 au total après avoir fait les modificateurs, c'est là que vous allez mettre un petit marqueur de aid. Ça veut dire que là, les démarches ont commencé, les gens ont commencé à écouter. Mais là, ce marqueur-là, concrètement, va venir vous donner +1 à votre guerre des idées. Par contre, si jamais vous roulez d'autres 4 dans ce pays-là, vous n'allez pas colisser d'autres marqueurs de aid. Ils ne sont pas nécessairement cumulatifs. Il y en a juste un qui se met là. S'il y a un plot qui détonne dans ce pays-là, ou il y a un djihad qui est fait dans ce pays-là, les marqueurs de aid, un marqueur de aid sont enlevés par succès de plot ou par succès de djihad. Fait que ça peut être très temporaire, profitez-en pendant que ça passe si vous êtes l'Américain. Fait qu'évidemment, quand votre prestige est très bas, faire la guerre des idées, c'est tough en sacrament. Quand votre prestige est haut, c'est quand même un petit peu plus facile. L'autre grosse affaire qui va avoir un impact énorme sur la guerre des idées, c'est à quel point le monde est en accord avec le point de vue des Américains. Donc, les Américains eux-mêmes ont une posture qui peut être soft ou hard, comme je parlais tantôt, mais le monde, globalement aussi, peut avoir une tendance plus soft ou plus hard. Fait que supposons que j'ai des pays comme l'Italie qui ont testé soft, puis un pays comme l'Espagne qui a testé soft. Ben là, au final, j'ai plus de pays dans le monde qui sont considérés, qui aiment l'approche en douceur, que de pays qui aiment l'approche difficile. Israël est un pays qui est toujours hard, déjà en partant, là. Mais là, j'ai 3 pays qui sont soft. Fait qu'ici, cette track-là qui va de, si on veut, de -3 à +3, là, vous totalisez le nombre de pays soft, vous totalisez le nombre de pays hard, puis la différence va déterminer où se trouve ce marker-là. Et si ce marker-là n'est pas en accord avec la posture des Américains,
ben, les Américains doivent appliquer cette pénalité-là à leur jet de guerre des idées. C'est la fin du monde en crise, là. Fait que dans ce cas-là où les Américains sont hard, mais le monde est soft 2, l'Américain a -2 sur ses checks de guerre des idées. Et il n'y a pas de succès automatique dans la guerre des idées. Fait que dans un cas comme ça, par exemple, où mon prestige est bas, ben, en fait, il est médium, là, fait que j'ai pas de modificateur, là. Si j'arrive à faire la guerre des idées au Pakistan, ben, j'ai -1 parce que j'essaye de l'amener à good. J'ai -2 à cause de cette affaire-là. J'ai -3 au total. C'est impossible que ça marche. Alors, comme Américain, je dois fixer cette affaire-là, je dois fixer cette situation-là avant d'aller plus loin. Sinon, si c'est des coups d'épée dans l'eau, ça sert absolument à rien. Mais c'est en mettant des pays à good. Fait que par exemple, si le Pakistan est à good, il y a une valeur de ressources de 2. Fait que c'est 2 sur 12 par rapport à la win condition des Américains. Fait que rappelez-vous la win condition des Américains, 12 ressources de pays musulmans à good, that's it, victoire automatique. C'est même une victoire aussi qui est considérée dans la fin de game si vous épuisez le deck. Fait que comment faire pour faire entendre raison à ces calices de pays-là, puis comment faire à la limite pour faire monter le prestige? Fait que les Américains peuvent faire la guerre des idées dans des pays non musulmans aussi. Fait que l'Américain, avec une banale petite carte de 1, se paye un petit voyage en Italie, va jaser avec le gouvernement, puis dit Hey, vous trouvez pas que le bâton, ce serait mieux, puis Chris, de taper sa tête des djihadistes, ce serait plus brillant. Fait que concrètement, l'Américain joue une carte de 1 ou plus, lance un dé, puis là, c'est la même affaire que quand on teste le pays. 1 à 4, l'Italie veut rien savoir, elle reste soft, puis 5 à 6, ça devient hard. C'est la même affaire. Fait que c'est plus tough d'amener les pays hard que de les amener à soft. La posture de soft est un petit peu plus répandue à l'extérieur des États-Unis. Mais admettons encore là, l'Américain est mardeux, il roule un dé, il pogne un 5, l'Italie entend raison, ben là, oubliez pas, non seulement l'Italie n'est plus soft, mais l'Italie devient hard. Fait que là, à ce moment-là, votre problème est réglé. Vous avez 2 pays hard, 2 pays soft, vous n'avez plus de pénalité. À noter que ça ici, même si le monde est en amour avec vous autres, ça ne vous donne pas de bonus sur votre guerre des idées, c'est juste que ça ne vous donne pas de pénalité. Puis quand les Américains réussissent, entre guillemets, à faire entendre raison à des pays non musulmans comme ça, c'est-à-dire à les amener de leur bord puis dans leur ligne de pensée, l'Américain gagne un de prestige. Alors, c'est une des façons de gagner du prestige aussi. Fait que dans un cas comme ça, non seulement l'Italie a entendu raison, mais Chris, ça s'est su de par le monde que, saviez-vous quoi, là, les Américains sont allés en Italie, puis les Italiens se sont rangés à leur point de vue, encore là, ça fait les manchettes, puis les États-Unis gagnent un de prestige. Fait que ça, c'est la guerre des idées. Donc, guerre des idées dans un pays musulman, guerre des idées dans un pays non musulman. Euh, je vais parler d'alert parce que c'est relativement facile. Si le djihadiste a réussi à placer un plot, en fait, dès qu'il y a des plots sur la map et que ça arrive autour de l'Américain avec une carte de 3, donc spécifiquement avec une carte de 3, peut prendre n'importe quel plot aveuglément à ce moment-là parce qu'ils sont face down. Il pourrait dire, par exemple, fait que mettons qu'il y a 2 plots comme ça ici, puis il ne sait pas. Il pourrait dire, je prends ce plot-là, puis je l'alerte. Fait que là, à ce moment-là, les services secrets américains ou la CIA a entendu parler du plot puis a réussi à être démantelé avant que ça l'arrive. Mais ça coûte quand même une carte de 3 pour faire ça. Puis là, est-ce que vous avez pogné le petit plot de 1? Avez-vous pogné une Weapon of Mass Destruction? En passant, si l'Américain réussit à faire ça avec une Weapon of Mass Destruction, elle est removed from the game. Ou si le djihadiste fait détonner une Weapon of Mass Destruction, qui n'est pas aux États-Unis, donc que la game se continue, elle est out of the game quand même. Les Weapons of Mass Destruction, c'est une fois seulement. L'autre chose que l'Américain peut faire, c'est l'action de disrupt. Alors, typiquement, on va faire ça dans un pays musulman où il y a des troupes. Fait que l'Américain, lui, a des troupes, a 15 troupes, dont certaines sont à la maison, mais d'autres sont déployées de par le monde pour essayer de contrer le terrorisme, justement. Fait que pour faire une action de disrupt en Arabie Saoudite, l'Américain, même affaire, doit jouer une carte de 3, absolument, à cause de la fucking gouvernance de l'Arabie Saoudite. Faire une opération de disrupt, ce que ça fait, c'est que ça va prendre, typiquement, vous allez avoir 2 troupes dans le pays, là, ça va prendre ces 2 cellules-là, puis ça va d'abord les mettre actives. Fait que la première opération sert à les débusquer, à les rendre visibles, à les exposer. Puis de faire ça dans un pays musulman où vous avez 2 troupes ou plus, ça vous donne +1 de prestige. Alors ça aussi, ça fait les manchettes. Nous avons appris que les Américains ont fait un raid, ont identifié des leaders d'Al-Qaïda qui se terrent en Arabie Saoudite, puis ça vous donne +1 de prestige. Quand vous faites du disrupt puis les cellules sont déjà actives, à ce moment-là, vous les removez à la traque. Et ça aussi, évidemment, ça vous donne +1 de prestige. Disrupt dans un pays musulman où vous avez 2 troupes ou plus vous donne +1 de prestige automatiquement. Là.
Fait que là, vous comprenez que s'il y a une cellule ici, puis que la cellule a essayé de faire la comique, puis qu'elle a essayé de faire un plot, elle s'est elle-même mis active. Donc, quand je disais tantôt, elle s'est exposée, elle est plus vulnérable aux Américains. À ce moment-là, si les Américains font un disrupt ici, la cellule décrisse euh, automatiquement. Là. Ça n'a pas besoin d'être un processus en deux étapes. Mais si les cellules sont cachées, il faut d'abord les spotter. Puis vous aurez compris aussi que de disrupter dans un pays où la gouvernance est bonne, comme le Pakistan, ça demande des cartes beaucoup moins coûteuses qu'en Arabie Saoudite. Concrètement, le pays n'a pas besoin d'être allié. Si les troupes sont déjà là, le pays n'a pas besoin d'être allié pour que vous puissiez faire un disrupt à cet endroit-là. Vous devez avoir des troupes présentes. Les troupes américaines, c'est ce qui va déterminer le financement et ce qui va déterminer le nombre de cartes en passant que le djihadiste va piger au début du tour. Fait que si le financement est dans le tapis, le djihadiste va piger ses 9 cartes. Si le financement est problématique, il peut piger 8 cartes ou seulement 7 cartes. Pour l'Américain, le principe, c'est à quel point là, il s'est impliqué dans le conflit, puis à quel point ses ressources commencent à être retirées. Fait que si la majorité des troupes sont à la maison, comme c'est le cas au début de la game, aucun problème. L'Américain pige 9 cartes. Par contre, l'Américain, lui, plus il y a de troupes, qui s'en vont là, sur le terrain, plus ce marqueur-là descend, moins l'Américain va avoir de cartes. Fait que c'est un jeu aussi où c'est possible qu'un joueur pige 9 cartes au début du tour, puis un autre joueur pige 7 cartes. Il va vous retrouver dans une petite position qui est quand même pas intéressante. Les pays non musulmans peuvent toujours faire du disrupt, eux autres n'ont pas besoin d'avoir de troupes. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, comme Américain, avoir des troupes dans un pays non musulman. Mais l'Italie qui est ici avec une petite carte de 1 pourrait faire un disrupt pour tenter de se débarrasser de la cellule qui est là. Un pays qui est hard, c'est-à-dire qu'il y a des politiques vraiment là, sévères envers les djihadistes, son disrupt va être capable d'impacter 2 cellules, puis un pays qui est soft va impacter seulement une cellule. Ça veut dire que nos amis les Italiens qui ont entendu raison tantôt, s'ils ont 2 cellules ici, fait qu'une petite carte de 1 pour un premier disrupt, ça fait ça. Une deuxième carte de 1 pour un autre disrupt, bingo, les cellules sont parties. Par contre, dans ce cas-là, ça ne donne pas de prestige aux États-Unis. On assume que c'est une opération italienne qui s'est faite, puis qu'à la limite, les États-Unis n'ont pas vraiment rapport là-dedans. Quand la dernière cellule djihadiste est enlevée d'un pays et que c'est involontaire de la part du djihadiste, comme dans ce cas-là, il s'est fait colisser dehors du pays parce qu'il s'est fait attaquer par les services secrets italiens, c'est là qu'on va mettre un cadre, le bureau de recrutement dans un sous-sol à quelque part reste disponible. C'est là qu'on va mettre un cadre, ça veut dire que le recrutement est toujours possible en Italie tant que le cadre va rester là malgré le fait qu'il n'y a plus de cellules qui sont là. Par contre, si le djihadiste décide lui consciemment de crisser son camp d'un pays, fait que par exemple, cette cellule-là décide de partir d'Asie centrale, à ce moment-là, on ne met pas de cadre en Asie centrale, la cellule est partie avec toute sa valise, puis tout son bagage, puis toutes ses affaires. Déployer, c'est ça qui va permettre à l'Américain justement de prendre des troupes et de les amener. Fait que par exemple, si j'avais pas eu de troupes au Pakistan, là, mes troupes sont tout croche ici, là, mais vous avez compris le principe. Là, normalement, on les replace proprement. Là, fait que c'est un peu l'idée la même que la traque de financement du djihadiste. Là, quand on place des troupes sur la map, l'Américain place des troupes sur la map, il les place de gauche à droite, puis quand il ramène de droite à gauche, qu'on soit capable de savoir d'un coup d'œil où se situe ce marqueur-là pour savoir le nombre de cartes qu'il a le droit de piger dans le tour. Fait que si je veux déployer des troupes dans un pays musulman, parce que c'est nécessairement dans un pays musulman, le pays doit être allié. Je dois jouer une carte supérieure ou égale à la gouvernance du pays. Puis là, à ce moment-là, je peux amener autant de troupes que je veux dans ce pays-là. Ces troupes-là vont servir à faire du disrupt, comme on vient de voir, mais ces troupes-là vont aussi servir à stabiliser le pays ou à le protéger, parce que rappelez-vous que pour faire un djihad majeur, le djihadiste doit avoir 5 cellules de plus que le nombre de troupes dans un pays. Fait que supposons que même si le Pakistan est tout croche, puis qu'il est pauvre, puis que là, le djihadiste commence à menacer, puis qu'il commence à masser des cellules ici, puis là, je regarde ça comme Américain, puis je dis, oh, colis, d'après moi, il va essayer de faire un major djihad ici, puis mettre la patte ses weapons of mass destruction. Je pourrais jouer une carte de 3, puis je pourrais amener un hostie de chier de troupes ici pour protéger le pays. Fait que là, ça devient crissement plus compliqué pour le djihadiste de faire un major djihad, parce que là, ça y prendrait 10 cellules pour être capable de faire ça. Par contre, il y a un gros impact s'il y a un plot qui n'est pas alerté par l'Américain, puis qui se produit vraiment dans un pays où se trouvent des troupes, l'Américain perd un de prestige. Puis ça, c'est une des façons que l'Américain perd quand même pas mal de prestige. Puis encore là, ça fait les manchettes de dire, ben comment ça, il y a plein de troupes au Pakistan, puis il y a eu un attentat à la voiture piégée dans le marché un samedi matin, puis ça a tué 50 personnes. Que font les Américains? Tabarnak, nos soldats sont là.
Ils sont même pas capables sont même pas foutus de rien faire d'intelligent. Fait que là, l'Américain va perdre un de prestige. Fait que c'est une façon vraiment que le djihadiste peut vous faire chier puis vous punir pour avoir des troupes à cet endroit-là. Vous pouvez aussi, avec l'action de déploy, ramener des troupes à la maison. La maison est considérée évidemment de manière relativement abstraite comme étant les États-Unis. Donc, une petite carte de 1 vous permet de ramener des troupes d'un endroit à un autre endroit. Deploy, c'est toujours un endroit à un autre endroit. C'est pas parce que vous faites un deploy que vous réagencez vos troupes partout. Vous partez d'une source ou d'une origine, puis vous allez à une destination d'attitude. Fait que, par exemple, pour une carte de 1, je ne serais pas obligé de toutes les reprendre. Mais mettons que je me suis trouvé intense, je pourrais reprendre 3 troupes du Pakistan puis les ramener à la maison. Et ce faisant, je reviendrai avec un niveau de low intensité par rapport au nombre de troupes déployées. Puis je reviendrai à repiger 9 cartes à la fin du tour. Il y a deux trucs qu'on voit. Il y a un truc qu'on voit pas souvent, là, parce qu'il faut vraiment être mal pris pour faire ça comme Américain, là, mais l'Américain peut fusionner ces deux cartes qu'il a le droit de jouer quand c'est son tour. Deux cartes physiques de 3, là. Il peut prendre deux cartes physiques de 3, bang, ça s'appelle un reassessment, et l'Américain change sa posture. Alors là, vous n'avez assez, là, les pays veulent rien entendre, Chris, puis à peu près tout le monde est soft, puis est après vous autres pour vous dire ah ouais donc, esti, deviens donc soft. Fait que là, finalement, vous pourriez jouer deux cartes de 3. Fait que ça, c'est la totalité de votre action phase, là. Deux cartes de 3 simultanées, puis vous changez votre posture. Évidemment, votre posture peut aussi changer suite à des événements. Il y a des élections dans le deck. Votre posture peut changer parce qu'il y a un plot qui pop aux États-Unis, puis là, ça ramène sur le tapis. Est-ce que notre approche est la bonne? Mais si vous voulez le faire consciemment, vous devez absolument jouer deux cartes de 3 simultanées. Puis là, à ce moment-là, votre posture américaine change instantanément. Et le clou du spectacle, l'autre affaire que vous pouvez faire, qui est quand même assez grave, c'est un changement de régime. Alors, pour être capable de faire ça, l'Américain doit être à hard, parce que c'est une opération relativement belliqueuse. Puis là, vous devez amener au minimum 6 troupes de n'importe où. 90% du temps, où est-ce que vous allez avoir 6 troupes de disponibles? Ça va être la traque en haut. Mais vous pourriez avoir, pour une raison X, Y, Z, 6 troupes dans un autre pays, puis c'est correct. Vous devez jouer une carte de 3. Vous devez amener 6 troupes d'un endroit vers un pays qui est Islamist Rule. Puis ça, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on a vu au lendemain du 11 septembre. C'est comme tabarnak, on débarque ici. On débarque, on amène 6 troupes ici, la fête est finie. Et là, ça a énormément de conséquences. D'abord, toutes les cellules du pays, s'ils ne l'étaient pas déjà, deviennent actives. Parce que le taux qu'on vient de débarquer, le pays devient allié par la force des choses. Parce que Chris, que tu nous aimes ou que tu nous aimes pas, on vient de débarquer chez vous. Puis voilà, le pays devient allié. Vous allez brasser la gouvernance du pays. Fait que 1 à 4, il devient poor. 5 à 6, il devient fair. Parce que là, les Américains arrivent, s'installent, puis calissent dehors la majorité des fonctionnaires, puis installent le monde à la place. C'est vraiment, comme le nom l'indique, un changement de régime. Le jeu appelle ça un regime change. Fait que vous allez brasser la gouvernance. Mettons que vous n'êtes pas chanceux puis vous roulez 3. La gouvernance devient poor. Vous allez venir mettre un marqueur de changement de régime. Comme c'est écrit sur le marqueur, les djihadistes peuvent toujours recruter automatiquement dans un changement de régime, comme ils pouvaient le faire dans un pays Islamist Rule. Il y a aussi beaucoup d'événements qui vont punir l'Américain pour être dans une situation de changement de régime, parce que Dieu sait que ça n'a pas bien été en Afghanistan, puis qu'il est arrivé toutes sortes de schnoutes. Puis vous allez également faire une mécanique que le jeu appelle un rôle de prestige, c'est-à-dire comment le monde va réagir à cette invasion-là. Petit spoiler, généralement, le monde va mal réagir, là. Mais là, vous allez lancer un dé. C'est le fameux classique. Sur un 1 à 4, le prestige va descendre. Puis sur un 5 à 6, le prestige va monter. Fait que vous avez plus de chances qu'il descende que de chances qu'il monte. Et si, dès qu'il y a une pénalité par rapport au point de vue du monde, par rapport au vôtre, vous avez -1 sur ce rôle-là. Fait que dans une situation comme ça me prend un 6 sur le dé pour que le prestige monte. Sur un 1 à 5, le prestige va descendre. Puis il va monter ou descendre de combien? Ben là, vous allez rouler 2 dés. Vous allez prendre le plus petit chiffre que vous avez roulé. Puis le prestige va monter ou descendre de ça. Fait que dans un cas de même, en plus, je m'aidais pas parce que le monde était comme totalement soft, puis moi, j'étais totalement hard. Fait que là, je lance un dé, je pogne 4. 4 moins 1, ça donne 3. Mon prestige descend. Je roule 2 dés. Là, je suis chanceux, je pogne un 4 puis un 1. Le prestige descend du plus bas dé.
Et ça peut être extrêmement, extrêmement swingé puis extrêmement variable, ce style d'affaires-là. Le prestige peut monter. J'ai vu le prestige monter de 3-4, j'ai vu le prestige descendre de 3-4. Ça peut tout changer. Puis là, vous êtes en situation de changement de régime. Fait que, voulez-vous bien me dire pourquoi le Christ que l'Américain fait ça? Ben, l'Afghanistan n'est plus Islamist rule. Rappelez-vous que c'est une condition de victoire. C'est la condition de victoire principale du djihadisme. Mais là, l'Afghanistan n'est plus Islamist rule. Fait que l'Américain est enlisé là, mais l'Afghanistan n'est plus Islamist rule. Fait que vous allez voir que c'est facile à dire de je ferai jamais de changement de régime. Mais si l'Afghanistan est Islamist rule, le Pakistan est Islamist rule, puis le djihadiste s'en vient en Indonésie, Malaisie, ben, sa fameuse win condition d'avoir 6 ressources à Islamist rule, ça s'en vient en crise. Sauf que, comme je dis, vous êtes enlisé là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans un pays qui est en changement de régime, l'Américain ne peut jamais évacuer, doit toujours avoir, autrement dit, 5 troupes ou plus qu'il y a de cellules dans le pays. Et là, évidemment, ce n'est pas tout à fait sous son contrôle. Fait que je m'explique. Fait que dans un cas comme ça, s'il y a 6 troupes, il y a 3 cellules, l'Américain ne peut pas retirer de troupes de ce pays-là. Si le djihadiste décide de recruter, c'est correct. L'Américain n'a jamais besoin d'amener plus de monde, mais il ne peut pas sortir le monde de là si ça laisserait moins de 5 troupes de plus que le nombre de cellules qui se trouvent là. Si jamais l'Américain, il faut vraiment courir après le petit change dans le fond de tiroir, là, mais si jamais, par exemple, on est amanché comme ça en Afghanistan, ben là, oui, l'Américain, en jouant une carte de 1, pourrait prendre une troupe hostie puis la ramener ici. Mais même s'il n'y a pas de cellules en situation de changement de régime, ça brasse dans le pays puis tout le kit, l'Américain ne peut pas décider consciemment de retirer des troupes. Là, il est obligé de garder 5 troupes de plus que le nombre de cellules. Il peut y avoir 10 cellules là, il peut y avoir 12 cellules là. Qu'est-ce que vous voulez que l'Américain fasse? Ça se reproduit comme des petits lapins, ces terroristes-là. Là. Mais l'Américain est obligé de garder 5 troupes, lui. Fait que vous êtes vraiment enlisé là, c'est le cas de le dire, comme le Christ. La seule façon que vous pouvez quitter, puis c'est la dernière opération qui est disponible pour l'Américain, mais c'est rare en hostie qu'on voit ça. L'Américain, pour être capable de faire ça, doit être soft d'abord. Et là, c'est une opération de withdraw, c'est une opération vraiment de retrait des troupes. L'Américain joue une carte de 3, puis là, à ce moment-là, il peut prendre autant de troupes qu'il veut, puis il retourne sur la traque. Le gros problème de ça, c'est que le marqueur de regime change demeure. Fait que le pays est quand même considéré en changement de régime, c'est juste qu'il a été abandonné par l'Américain. Fait que le djihadiste peut auto-recruter dans ce pays-là encore. Toutes les cartes qui ont comme prérequis qu'il y ait un changement de régime se produisent encore. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment une situation désespérée qu'on voit vraiment pas souvent. Fait que j'en parlerai pas tant que ça. D'habitude, quand on y va, on y va. Puis câlisse, on essaye vraiment de taper les cellules pendant qu'on est là, puis de survivre le plus qu'on peut. L'autre gros changement, c'est vrai à dire, parce que là, c'est un petit détail important, du monde qui vont peut-être dire, ben, Callis, faire guerre des idées, Esti, puis amène ce pays-là à good, puis parce que comment est-ce qu'on se débarrasse d'un changement de régime? C'est si la gouvernance de l'Afghanistan devient good. Là, c'est comme mission accomplie pour vrai. L'Afghanistan n'est plus en changement de régime, fait qu'on enlève le marqueur de changement de régime, puis là, les troupes vont être libres de colisser le camp. Le gros problème, c'est un peu le même principe, l'Américain ne peut pas faire de guerre des idées tant qu'il n'a pas 5 troupes ou plus que le nombre de cellules dans un pays qui est en changement de régime. Alors le djihadiste Snowro, s'il veut, peut carrément, en recrutant sans arrêt dans ce petit pays-là, fait que dans une situation comme ça, il y a 5 troupes, il y a 4 cellules, l'Américain n'a pas 5 troupes de plus que le nombre de cellules, je peux carrément pas faire de guerre des idées. T'sais, on s'entend, l'Américain a la tête ailleurs. Là. Il pourchasse des djihadistes dans les collines, puis dans les montagnes, puis dans les dunes de sable de l'Afghanistan. Là. Fait qu'il n'est pas en train d'essayer d'améliorer la gouvernance puis de dire aux fonctionnaires, là, voici comment on traite un rapport d'impôt d'un de tes citoyens qui a rempli ça. Là, on n'est pas là, au niveau de l'Américain. Il est vraiment plus en mode, il a la tête ailleurs. Là. Fait que c'est très, très difficile de faire la guerre des idées dans un pays. Tant que les djihadistes s'opposent à vous puis recrutent des cellules dans ce pays-là, c'est tough en sacrament à faire. Fait que c'est pas une situation qui est enviable, mais à un moment donné, par la force des choses, elle est probablement être obligée de le faire euh, comme Américain. Là. Je termine en passant juste la séquence de fin de tour rapidement, parce que ça peut être important de savoir qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque tour. Fait que la fin d'un tour, c'est quand plus personne n'a de carte en main, à part peut-être l'Américain qui a gardé sa fameuse carte, qui veut garder jusqu'à la fin du tour ou même au début du tour d'après. Fait qu'à la fin du tour, le financement du djihadiste descend de 1 systématiquement.
Fait que c'est un feu qu'on doit garder allumé. Il faut remettre du bois dans le poêle régulièrement si vous êtes le djihadiste. L'Américain perd un de prestige dès qu'il y a un pays Islamist Rule sur la map. Au moins un pays Islamist Rule sur la map, moins un de prestige. Ça peut aussi ça être un élément motivateur à faire un changement de régime. L'Américain gagne un de prestige si le monde est en amour avec lui. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, si le monde est à 3, même posture que l'Américain, plus un de prestige à la fin du tour. Donc, le monde doit vraiment être en amour inconditionnel. Dans une situation comme ça, l'Américain ne fait pas euh, plus un de prestige parce que c'est pas l'amour fou. Il y a des événements qui durent jusqu'à la fin du tour, évidemment, on les enlève. Les réserves, j'en ai pas parlé. Quand c'est votre tour et vous jouez une carte, vous pouvez, les deux camps peuvent faire ça. Vous pouvez jouer une carte de 1 ou de 2 pour augmenter votre réserve de cette même quantité-là. Puis plus tard dans le tour, parce que les réserves sont remises à 0 à la fin du tour, vous pourriez, par exemple, l'Américain est amanché comme ça, veut absolument faire un disrupt, par exemple, en Afghanistan, mais il n'y a pas de calice de carte de 3, ça l'arrive. Il joue une petite carte de 1, il monte ses réserves de 1. Plus tard dans le tour, il joue une carte de 2. Il va puiser dans ses réserves, il va venir descendre ses réserves à 0, puis il va ajouter la valeur de ses réserves à sa carte jusqu'à un maximum de 3 quand même. Fait que là, avec sa petite carte de 2 plus son 1 de réserve, il est capable de faire un disrupt en Afghanistan qui va venir flipper 2 cellules actives, puis qui va lui donner plus 1 de prestige parce qu'il y a au moins 2 troupes, puis que c'est un pays musulman. Fait que chaque camp peut avoir jusqu'à 2 de réserve. Quand vous décidez de les flober, vous les flobez au complet. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, j'ai 2 de réserve, je vais jouer une carte de 2, je vais dépenser juste 1 de réserve pour la monter à 3. Quand vous dépensez vos réserves, vous les dépensez au complet. Euh, peu importe combien vous en avez, mais votre valeur de hops de carte top quand même à 3. C'est écrit en tout petit en dessous du US pour le fameux reassessment que je parlais tantôt, là, de jouer 2 cartes de 3 pour être capable de changer sa posture. C'est la seule opération que l'Américain n'a pas le droit de puiser dans ses réserves. Ça lui prend vraiment 2 cartes physiquement avec le chiffre 3 en haut à gauche pour être capable de faire ça. On deal des nouvelles cartes, puis on recommence jusqu'à temps qu'on épuise le deck ou jusqu'à temps qu'un side ait gagné sa win condition. Et voilà, vous êtes prête à jouer à Labyrinthe, m'a dire comme on dit. Le reste, on se l'expliquera en personne. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres vidéos semblables sur la chaîne. À plus!